France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT, avec, comme vous le savez, comme tous les samedis, le regard des correspondants étrangers sur l'actualité. À la une ce soir, le Vatican qui confirme la visite du pape François en Corse. Ce sera le 15 décembre, une semaine après la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, où le souverain pontife ne se rendra pas. Pourquoi ce déplacement sur l'île de Beauté? Une première pour un pape, on en débat dans un instant. Un sommet dans l'actualité, celui de la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan à l'approche de la clôture. C'est la déception qui domine. Les États pauvres les plus vulnérables face au changement climatique ont claqué la porte aujourd'hui d'une réunion avec la présidence. Des slogans et des pancartes, manifestations partout en France aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. À 2 jours de la journée internationale sur le sujet, comment prévenir ces violences, comment accompagner les victimes, comment s'inspirer aussi de ceux qui existent à l'étranger. Et puis les 80 ans de la libération de Strasbourg. Aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce l'entrée au Panthéon de l'historien et résistant Marc Bloch, tué en 1944. Qu'est-ce que ce passé dit de notre présent? De quelle façon faire perdurer cette mémoire? Autant de questions pour nos informés ce soir. Bonsoir Adeline Percept. Bonsoir. Correspondante de la RTBF à Paris, la radio et télé belge. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Journaliste, correspondant à Paris pour plusieurs journaux et médias espagnols. Daniele Zappala, bonsoir Daniele. Bonsoir, buonasera. Journaliste italien, correspondant de votre côté du quotidien Avvenire. L'île de Beauté transformée donc en île de la papauté le 15 décembre. Avec ce jour-là, le Vatican le confirme aujourd'hui, une visite du pape François, la première en Corse pour un pape. Il sera reçu par l'évêque d'Ajaccio, rencontrera Emmanuel Macron, le président qui aurait préféré l'accueillir une semaine avant à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, c'est la 3e visite en 10 ans pour le pape François en France, après Strasbourg et Marseille. Alors faut-il y voir le signe d'un amour particulier pour notre pays? La raison de ce déplacement en Corse est à chercher ailleurs, nous explique sur France Info le journaliste Gino Oel, spécialiste de l'Église catholique pour le site d'actualité Slate. La Corse, comme vous le savez, est en Méditerranée et François, lui, voudrait voir une structure ecclésiale un peu comme le CELAM en Amérique du Sud, qui est en fait la conférence des épiscopats de l'Amérique latine. Et ce CELAM définit en fait des orientations pastorales communes. Et il voudrait qu'en Méditerranée, une structure similaire se crée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait 2-3 ans qu'il crée des cardinaux en Méditerranée, donc Marseille, Ajaccio, Alger, Naples, Gênes cette année. Pour François, il ne faut pas oublier cette phrase forte qu'il avait eue, qui est que la Méditerranée est un cimetière. Je pense qu'il souhaite effectivement que l'Église développe quelque chose à ce niveau-là, et elle ne peut le développer qu'avec des territoires situés autour de la Méditerranée ou dans la Méditerranée. Avec cette question donc des migrants. Daniele Zappala, on parle du pape, du Vatican. Je suis obligé de commencer avec vous, correspondant italien à Paris. Quand on entend le pape François, il humilie Emmanuel Macron en ne venant pas lui descendre à Notre-Dame. C'est plus compliqué que cela. Finalement, il se rend finalement là où il s'estime le plus utile, le pape. Mais disons que, comme dans le passé en France, il se rend à un événement qui est en réalité en fait multilatéral et qui est international. Regardons en fait ces colloques à Ajaccio. Il y aura des évêques de la Méditerranée. Donc, comme cela avait déjà été le cas pour Marseille. Donc, c'est vrai qu'on a présenté ces visites et encore pour Strasbourg et institutions européennes. Donc, c'est vrai que c'est un pape qui confirme cette tendance à finalement toujours rechercher le dialogue, les lieux de dialogue et bien sûr la Méditerranée depuis le tout début du pontificat et vraiment sa pensée en fait quotidienne. Il faut se rappeler de cette visite à Lampedusa, qui était à la fois un lien au cœur de la Méditerranée qui souffre et également un lien en fait extrêmement périphérique, une toute petite île. On dit c'est le pape de la périphérie, voilà, justement. Dès le début, en fait, il a dit « Je suis le pape venant du bout du monde ». Donc, un pape de rupture géographique, et il faut en fait se souvenir, il est le premier pape non européen. Donc là, vous voyez, il y a en fait quand même une cohérence, et donc c'est vrai qu'on comprend très bien que pour un événement d'une ampleur comme la réouverture de notre
Notre-Dame, on aurait voulu les papes. D'ailleurs, il y aura certainement, bien sûr, un message. Mais il y a une cohérence et il y a certaines priorités et la Méditerranée, comme symbole en général des liens en fait dramatiques pour les migrations mondiales, pour les papes, c'est la priorité numéro 1. Le pape François qui fuit plutôt les grands raouts, les grands événements, contrairement à ce que faisait par exemple Jean-Paul II. Juan José Dorado, on l'a dit, il est souvent allé là où on l'attendait moins, pas forcément dans les grands pays européens. Vous êtes bien placé pour le savoir, il n'est jamais venu en Espagne. Il n'est jamais allé en Espagne, il parle très bien espagnol apparemment. Hein. Non mais c'est vrai que depuis qu'il est pape, il n'est jamais venu en Espagne. D'ailleurs, c'est un sujet là-bas. Espagne, c'est un sujet parce que maintenant on a arrêté entre guillemets de l'inviter puisqu'il ne vient jamais. Et par contre, on regarde et effectivement, il est allé dans d'autres pays européens. Quoique, ces 3 fois en France, ça a été très marqué. C'était pas la France, c'était Strasbourg. C'était pas la France, c'était Marseille. Bon, c'était pas la France, c'est Ajaccio. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que qu'il aille là-bas, aujourd'hui, je n'enlève rien à l'importance de la religiosité populaire en Méditerranée, qui est le thème du colloque. Mais c'est vrai que le timing avec l'ouverture une petite semaine avant de la cathédrale de Notre-Dame fait jasser. Et je peux comprendre que ça fasse jasser. Cela dit, tu l'as dit, Daniele, c'est un pape des ruptures, il l'a prouvé depuis les premiers moments. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas venu en Espagne, peut-être qu'il viendra encore en France à d'autres villes, mais en tout cas, il a la ferveur populaire, elle sera là où le pape est, et donc, elle le sera aussi du côté d'Ajaccio. Adeline Percel, vous allez rendre jaloux Juan José Dorado, enfin en tout cas les Espagnols plus globalement. Le pape est venu en Belgique, c'était il y a un peu moins de 2 mois, une visite d'ailleurs remplie de polémiques au moment de sa visite. Départ, est-ce que voilà, venir à Ajaccio et pas à Notre-Dame, c'est être aussi un peu moins exposé, venir d'une manière peut-être dans un endroit un peu plus discret entre guillemets? Je pense que c'est un peu l'inverse dans les yeux d'Emmanuel Macron en tout cas, puisque la Corse est très symbolique et je pense que le président de la République y voit une sorte de volonté de concurrence de l'Église. C'est très français, mais en même temps, on peut quand même essayer d'explorer cette piste. Une forme de concurrence de l'Église par rapport à l'État et au pouvoir de l'État en allant en Corse. Et c'est ainsi que Emmanuel Macron semble l'avoir pris. On peut dire effectivement la Corse c'est symbolique parce qu'il y a une ferveur populaire, etc. Il n'en reste pas moins que le pape François fait de la politique là où il va, et on l'a vu d'ailleurs en Belgique, puisque dans l'avion de retour, il a quand même fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue sur l'interruption volontaire de grossesse. On va continuer à parler de cette visite du pape attendue à Ajaccio en Corse le 15 décembre. Ce sera après le fil info 20h10. Stéphane Milhomme. Les préparatifs avant l'arrivée de la tempête Berthe venue du nord de l'Europe. Ce soir, 21h, la SNCF met déjà à l'arrêt 2 lignes régionales. Caen, Lison, Coutances, Granville, Rennes et Caen, Lison, Cherbourg. Le risque, ce sont des rafales de vent à 100 km/h. Les Pyrénées-Atlantiques passent demain à 6h en vigilance orange, là aussi devant un risque de vent violent. Marseille, Paris et des dizaines de villes en région, des organisations, des personnalités ont manifesté aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Elles appellent l'État à mettre en place plus de mesures et surtout plus rapidement. La CGT recense 100 000 participants. Le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences et leur entourage reste le 3919. Dans la Somme, des tags antisémites découverts sur la mairie et sur une maison d'Allonville. Selon France Bleu Picardie, le maire de cette commune de 700 habitants a du mal à comprendre que cela puisse arriver en pleine campagne. L'élu décide de saisir la justice. Israël continuera d'agir avec détermination contre le Hezbollah, c'est son ministre de la Défense qui l'assure, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes au sud Liban et face justement au Hezbollah. Elles ont fait au moins 50 morts dans le sud et l'est du pays, selon le ministre de la Santé à Beyrouth. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Le Vatican l'a donc confirmé ce samedi, le pape François se rendra bien en Corse, à Ajaccio le 15 décembre. On évoquait cette visite, ce pape très politique, Juan José Dorado, pape très politique, mais à vocation très sociale aussi. C'est ces thèmes-là qu'il chérit le plus. D'ailleurs, toutes ces visites, quand on perçoit où il va et qu'est-ce qu'il fait, et encore une fois, sa première visite, c'était Lampedusa, c'était la Grèce, c'était les immigrés. C'était ça qu'il voulait montrer. Déjà, c'est un franciscain aussi, ça, il faut le rappeler. Mais c'est vrai que, vous l'avez signalé tout à l'heure,
lui, il est là pour que ça soit effectif, que son travail soit effectif. Et aller aux grandes messes, aller aux grands événements, c'est bien, mais ce n'est pas ni dans son caractère, ni dans la politique qu'il souhaite appliquer à l'Église actuelle. Donc, effectivement, un pape très politique par ses gestes, par ces petites phrases, mais en même temps un pape qui reçoit tout le monde, puisqu'on sait que tous les grands de ce monde sont allés à plusieurs reprises lui rendre visite au Vatican. On dit quoi de cette visite en Corse dans les médias italiens, Daniele Zappala? Il est perçu dans l'essayage de cet effort pour redonner à la Méditerranée cette valeur d'espace de rencontre. Il ne faut pas en fait oublier que historiquement, le christianisme, c'est une affaire méditerranéenne. C'est en fait, voilà, c'est l'union entre la Méditerranée orientale, les voyages jusqu'à, en fait, à Rome. Et là, c'est vrai qu'il y a une blessure profonde, et d'ailleurs de la part d'un pape qui lui-même est un produit des migrations, des migrants italiens, en fait, en Argentine. Là, vous voyez, donc, il y a les croisements entre une histoire longue, une histoire personnelle, et aussi l'essence aussi d'un pontificat. Il est allé, en fait, dans des terres comme la Mongolie et la Corse, qui est juste à 300 kilomètres. En fait, si, en fait, on, voilà, trace une ligne entre Rome et Ajaccio, eh bien, elle n'avait jamais été visitée par un pape, alors qu'il y a, en fait, un air de famille, comme d'ailleurs l'a rappelé les cardinals Bustillo, d'origine en fait basque, qui a dit c'est une terre où effectivement on a une proximité peut-être avec une conception de la laïcité un peu à l'italienne. Donc c'est vrai que cette idée de la Corse un peu comme un petit laboratoire pour envoyer, c'est vrai, quelques messages aussi politiques à la France, c'est tout à fait crédible si c'est bien les cardinals qui l'a soutenu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette visite du pape François en Corse. Ce sera donc le 15 décembre à la COP29 en Azerbaïdjan. Pas de miracle pour le moment, pas d'accord en vue, alors que le sommet sur le climat touche à sa fin et même des divisions. Les États les plus pauvres, les plus vulnérables au dérèglement climatique, eh bien, ont claqué la porte aujourd'hui d'une réunion avec la présidence qui appelle de son côté tous les pays, je cite, à surmonter leurs divisions. Les problèmes sont multiples et tout le monde regarde déjà vers la prochaine COP. C'est ce que dit Sylvain Engérant de l'association de protection des forêts canopées. Il faut être clair qu'en fait, tout le monde a les yeux rivés sur la COP30 qui aura lieu au Brésil l'année prochaine et qui va être un moment beaucoup plus important puisque c'est le moment où justement les pays vont devoir rehausser leur ambition climatique et c'est là vraiment où on les attend. Cette COP, elle a beaucoup parlé de financement, à raison, comme votre reportage explique, puisque les pays du Sud, non seulement sont victimes du changement climatique et n'ont pas les moyens de s'adapter. Il y a deux sujets qui se mélangent, donc s'adapter et puis atténuer les effets du changement climatique. Voilà, si l'on suit ce responsable d'ONG, Adeline Percept, c'est un peu circulé, il n'y a rien à espérer. Oui, alors le problème, c'est que c'est une chose qui est répétée au fur et à mesure des COP, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a eu la COP 21 à Paris qui avait marqué les esprits parce qu'il y avait cet objectif d'1,5 degré, et puis voilà, on se souvient du coup de marteau vert de Laurent Fabius à l'époque, et effectivement, on avait l'impression d'une avancée, d'un progrès. Depuis, on a le sentiment inverse que cela patine. Cela patine, et en plus, on voit dans les opinions publiques de façon extrêmement, bizarre et choquante. On voit dans les opinions publiques en ce moment que le réchauffement climatique est un problème qui semble reculer dans les priorités des citoyens en Europe, alors qu'ils sont directement touchés, ce qui a été le cas pour les inondations en Espagne et en Belgique, comme vous le savez, il y a 3 ans aussi des inondations absolument terribles. Donc les gens qui sont touchés de près, Ce qui est très parlant sur cette COP, là on entend des responsables d'ONG, il y a 300 responsables d'ONG aujourd'hui qui disent même il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord finalement. Oui, probablement, parce que quand on regarde la prochaine COP, c'est qu'on va essayer de trouver des accords politiques entre tous ces pays. Mais bon, c'est vrai que c'est assez désespérant, surtout pour les écologistes, mais j'allais dire bien au-delà, c'est assez désespérant. Comment on regarde ça depuis l'Espagne, Juan José Dorado, un mois après les inondations historiques de Valence qu'Adeline évoquait? Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, est d'ailleurs venu en parler à cette COP 29. Tout à fait, il est allé à
Bakou, la première chose qu'il a dit, quand il a intervenu devant le Conseil, il a parlé des menaces existentielles pour parler de l'importance de cette COP et l'importance du changement climatique et l'importance de trouver des solutions. Donc, il l'utilise. L'Espagne s'intéresse beaucoup, effectivement, au climat. D'ailleurs, l'Espagne applique depuis très longtemps les énergies renouvelables. L'Espagne, aujourd'hui, avec le Portugal, en plus des 50% de leur énergie qui est renouvelable. Donc, ils sont vraiment en avance par rapport à tout un tas d'autres pays européens. Mais en même temps, la réalité, c'est que depuis la COP21 à Paris, on a la sensation, effectivement, que la seule chose dont on parle, c'est des financements. Et là, on commence à donner des chiffres. Parce que j'allais vous dire, Juan José, on demande à la fois aux États les plus riches d'être des modèles, l'Espagne en est peut-être un, mais surtout, finalement, d'aider les plus pauvres et de les financer. Et puis, les opinions publiques n'entendent que des chiffres. 1300 milliards d'ici 2035, 250 milliards qui sont promis. C'est vraiment des chiffres qui, à un moment donné, sont incompréhensibles pour les populations qui veulent voir des choses efficaces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la conjoncture géopolitique et économique fait qu'effectivement, les États riches, les pays riches n'ont pas les mêmes moyens ni la volonté qu'ils avaient lors de la COP21 pour pouvoir aider les pays pauvres. Giorgia Meloni, elle aussi, Daniele Zappala, elle est venue à cette COP29 en Azerbaïdjan, la chef du gouvernement italien, la chef d'extrême droite. Elle a dit l'Italie veut faire sa part contre le changement climatique. Ça veut dire quoi concrètement? En Italie, il y a eu un moment, un tournant, c'était 2015, il y a eu cette coïncidence de la COP21 à Paris et de l'Expo de Milan sur l'alimentation, et on sait que la relation des Italiens au climat, à la nature, passe beaucoup par l'alimentation. Il y a eu le développement de l'agriculture biologique, etc. Mais c'est vrai que bien sûr, Madame Meloni a été critiquée parce que l'Italie a tissé des accords avec l'Azerbaïdjan, qui est loin d'être un État en haut des classements démocratiques mondiaux. Les Arméniens savent quelque chose. Il y a, c'est vrai, cette COP qui, d'un point de vue politique, finalement est une COP de transition. On les voit quand même, la plupart des leaders. On a l'impression qu'on entend ça à chaque fois. C'est une COP de transition. Mais la plupart des leaders cette fois-ci, étaient absents. Donc il y a bien sûr déjà des attentes par rapport à la prochaine COP au Brésil. Mais c'est vrai que cette fois-ci, non seulement il s'agit d'un État, l'Azerbaïdjan, est pétrolier, gazier, mais en plus, on est à quelques semaines de l'arrivée du retour de Donald Trump. Donc on voit bien que d'un point de vue diplomatique, il y a des attentes. Tous les pays qui, orbitent et gravitent autour des États-Unis sont dans l'attente aussi. Donc on voit bien que d'un point de vue géopolitique, il n'y avait pas les conditions probablement pour aller énormément de l'avant. Et bien sûr, il y a ensuite la question de l'ambiguïté énorme d'un pays comme la Chine, qui s'agit-il d'un pays riche ou d'un pays finalement en développement comme il se revendique? Et là, bien sûr, c'est un blocage majeur. Donc, on essaie de conserver quelques graines d'espoir, mais c'est vrai que c'était déjà mal parti dès les débuts. Adeline Percept, sur les conditions géopolitiques qui permettraient à une COP de bien se dérouler, on a du mal à savoir. On est loin, Victor. On mise sur cette COP 30 au Brésil l'an prochain, mais cela paraît difficile aussi. Ça va être très très difficile. Il y a vraiment la question, et Daniele vient de le soutenir, il y a vraiment la question du positionnement de Donald Trump et de la Chine. Et là, très sincèrement, je ne vois pas du tout comment ce positionnement peut évoluer d'ici un an. Mais il y a quand même beaucoup d'attentes sur des mesures concrètes. Si on parle de la Belgique, par exemple, on voit comme quelques mesures concrètes sont hyper attendu, notamment sur les inondations, puisque c'est l'actu, l'artificialisation des sols, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps de remodeler nos villes, ça prend énormément d'investissement, et ça, c'est des questions concrètes que se posent les gens, j'allais dire, au niveau local. Donc déjà, les États européens en particulier sont sur le pont, et je pense que c'est ce qu'il faut attendre surtout avant d'attendre des grands accords internationaux. Allez, il est 20h22, c'est l'heure d'un nouveau point sur l'actu, le fil info avec vous, Stéphane Milhomme.
Des prix Nobel de littérature apportent leur soutien à l'écrivain Boualem Sansal après son arrestation en Algérie. Annie Ernaux, Jean-Marie Leclésio, mais aussi l'écrivain Salman Rushdie, pour ne citer que, réclament la libération immédiate de cet écrivain franco-algérien. Leur tribune est en ligne sur le site de l'hebdomadaire Le Point. La tragédie des Malgré nous doit être nommée, reconnue et enseignée. Les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi depuis Strasbourg. Le chef de l'État, en commémorant les 80 ans de la libération de la ville, a voulu aussi avoir un mot pour ces 130 000 Alsaciens et Mosellans enrôlés de force par l'armée nazie. Avant cela, il annonçait l'entrée du résistant Marc Bloch au Panthéon. Un homme en garde à vue à Grenoble après la mort hier soir d'un autre homme de 36 ans dans une épicerie à l'Arme Blanche. C'était pendant une altercation. Le suspect est un Nigérian comme la victime. Il doit préciser les raisons de son geste. La réaction de Bruno Retailleau sur le réseau social X à cette proposition de la France Insoumise. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est difficile de faire plus ignoble. Des députés insoumis déposent un projet de loi à l'Assemblée visant à abroger le délit d'apologie contre le terrorisme. Selon eux, il ne serait pas utilisé à bon escient depuis sa mise en application en 2014. Le ski et Mikaela Shiffrin s'approche de sa 100e victoire en Coupe du Monde. L'Américaine remporte la 82e victoire de sa carrière avec le slalom de Gürgel sous le soleil du Tyrol en Autriche. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Natet. Venons-en à ces dizaines de manifestations aujourd'hui à Lyon, Paris, Marseille, notamment contre les violences faites aux femmes et les violences de genre en général, alors que le procès hors norme des viols dits de Mazan se poursuit à Avignon. Gisèle Pellicot, abusée par son mari et une cinquantaine d'hommes alors qu'elle était droguée. Dans le cortège à Lille, écoutez Amiba, la présidente locale du collectif féministe Nous Toutes. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu vraiment de soutien de la part du gouvernement par rapport à Gisèle Pellicot. Le procès terminera le 20 décembre. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'il y aura le consentement dans la loi ? Est-ce qu'il y aura plus de budget alloué aux violences faites aux femmes ? Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est ça qui nous inquiète. Et c'est pour ça qu'on a envie de se mobiliser de plus en plus. Cette militante donc à Lille, on va revenir sur ces questions soulevées à l'instant. D'abord cette journée de mobilisation, 100 000 personnes dans toute la France d'après la CGT, beaucoup de femmes mais aussi de plus en plus d'hommes. Juan José Dorado, le sujet continue de gagner les esprits dans la société. Ça continue, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement. C'est vrai que quand vous voyez dans les manifestations, vous entendez les revendications, essentiellement beaucoup plus d'investissement. Ça parle beaucoup aux Espagnols, puisque l'Espagne, ça fait plus de 20 ans qui travaille dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Je vois qu'elle ne demande que 2,6 milliards par an d'investissement. L'Espagne a approuvé en 2022 un plan. C'est ce que réclament les associations. Ouais. Voilà, mais l'Espagne a approuvé en 2022 le gouvernement, ce qu'on appelle le 3e plan intégral d'égalité femmes-hommes, et je dis bien égalité femmes-hommes, qui est un plan de pratiquement 22 milliards, c'est-à-dire autour des 7 milliards 10 par fois an. Plus. 10 fois plus. Donc pourquoi? Tout simplement parce que en Espagne, depuis 20 ans, donc on travaille sur la lutte contre... Non, 7 milliards par an, excusez-moi, ça fait 3 fois plus à peu près, pardon. Par an, mais l'Espagne lutte depuis 20 ans contre la lutte, les violences faites aux femmes. Pourquoi l'Espagne aujourd'hui, ça paye entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, parce que malheureusement nous n'avons que 40 femmes qui ont été tuées depuis le début d'année, mais il y a 120 femmes qui ont été assassinées en France. Pourquoi il y a 3 fois plus en France qu'en Espagne? Parce qu'on a beaucoup investi, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que la violence faite aux femmes passe aussi justement par les investissements en matière d'égalité, parce qu'il faut former les policiers, les juges, les professeurs, les élèves, les médecins, mais il faut investir dans des infrastructures urbaines. Comment on construit une ville? Et comment vous l'expliquez justement ce décalage entre deux pays voisins? Mais parce que il y a pratiquement plus de 20 ans de différence entre cette prise de conscience espagnole à la fin des années 90 et la prise de conscience française, qui peut-être, je l'espère, va arriver avec le procès qui a lieu à Masson et qui va se terminer fin décembre. Espérons-le. Mais la prise de conscience espagnole, c'est une réalité. Elle a eu lieu il y a un peu plus de 20 ans et on attend aujourd'hui qu'effectivement Mais il y a ce sentiment qu'en France, la prise de conscience est arrivée il y a déjà plusieurs années. Il y a eu ce secrétariat à l'égalité, ce ministère à l'égalité entre les femmes et les hommes avec Marlène Schiappa qui réclamait déjà à l'époque plus d'1 milliard par an et on attendait effectivement ces moyens. Aujourd'hui, on réclame 2,6 milliards.
On a l'impression que la prise de conscience est là et ce qui manque, ce sont effectivement les moyens. Ce qui manque, c'est pourquoi la politique ne suit pas derrière. Pourquoi, il y a quelques mois, Emmanuel Macron a bloqué une définition commune de ce qui est le viol en Europe. C'est la France, entre autres pays, mais notamment la France, qui n'en voulait pas. Pourquoi le consentement, qui est dans les lois espagnoles et belge, n'est pas dans la loi française, puisque les mouvements féministes demandent que ce consentement soit inscrit aussi dans la loi. Donc c'est peut-être au niveau politique où ça ne suit pas vraiment. Il y a des mesures en France, Adeline Percep, ce numéro d'appel d'urgence, le 3919 pour les femmes victimes de violences, leur entourage, des téléphones graves danger, les bracelets aussi anti-rapprochement. Mais cela ne suffit pas, disent les associations. Il faut changer aussi d'approche en quelque sorte. Non mais elles ont raison, bien évidemment que ça ne suffit pas. Bien évidemment que ça ne suffit pas. Ce qui est la prise de conscience de Mazan, je voudrais quand même revenir là-dessus. Pour une fois, il y a des images. Mais combien de Gisèle Pelicot y a-t-il en France ? Parce que la plupart du temps, quand vous êtes victime de viol ou d'agression sexuelle et que vous allez porter plainte, vous ne pouvez pas le prouver. En Belgique ou en Espagne, clair, tout le monde était coupable. Il n'y avait pas à la limite, pas de problème avec le procès Mazan. Tout le monde était coupable parce que quand vous avez une victime qui est sédatée, il n'y a pas de consentement, donc il y a viol. Donc, pour moi, c'est une disposition légale toute simple à prendre avant de parler de moyens économiques. Il faut se souvenir aussi que Emmanuel Macron en avait fait, soi-disant, une grande cause nationale en 2017. Dès son arrivée à l'Élysée. Il y a 7 ans. Donc, il est normal que les féministes soient totalement remontées aujourd'hui et il est normal maintenant de taper un grand coup de poing sur la table. Ça ne peut plus continuer. Quand on entend les féministes dire c'est la culture du viol, franchement, moi j'ai mis des années à dire attendez, culture du viol quand même, il faut pas exagérer. Je finis par le croire très sincèrement. Très sincèrement. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est la question qu'il faut poser aux politiques français. En Belgique, Adeline Percep, la journée de manifestation sur le même thème, ce sera demain, dimanche. La situation, elle est plus ou moins la même qu'en France ? Mais non, elle n'est pas la même dans le sens où il y a cette loi en Belgique. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Par exemple, sur les féminicides, il y a un problème de comptabilité. Les féministes belges disent on n'arrive pas vraiment à compter les féminicides en Belgique et c'est un souci, il faudrait qu'on en ait conscience. La loi belge est arrivée en 2022 seulement, après des scandales, notamment dénoncés sur les réseaux sociaux. Il y avait eu énormément de viols dans des bars. C'était le hashtag balance ton bar sous GHB. Et donc avec cette histoire de soumission chimique, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette loi, mais elle est quand même très récente. Allez, on va continuer à en parler, cette journée de manifestation contre les violences faites aux femmes. Les informés reviennent dans un instant, il est 20h30. 20h30 sur France Info, Stéphane Milhomme. Et attention au vent violent ces prochaines heures avec l'arrivée de la tempête Berthe dès ce soir 21h. La SNCF met à l'arrêt 2 lignes régionales, Caen, Lison, Coutances, Granville, Rennes et Caen, Lison, Cherbourg. Le risque, ce sont des rafales à 100 km/h. Et puis autre précaution cette fois dans les Pyrénées-Atlantiques. Météo France place le département en vigilance orange à partir de 6h demain matin. 18 000 foyers français passent ce soir encore la soirée sans électricité ni chauffage, principalement en Normandie et dans les Pays de la Loire. Ce sont les suites du passage de la tempête Caetano. Enedis assure déjà que 85% des clients touchés ont été dépannés. Ils étaient 270 000 jeudi dernier. Emmanuel Macron annonce l'entrée au Panthéon de Marc Bloch. L'historien et résistant a été assassiné par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion des 80 ans de la libération de Strasbourg, le chef de l'État a salué son courage et sa lucidité. La branche armée du Hamas annonce la mort d'une otage à Gaza, dans une zone de combat située au nord du territoire palestinien. Affirmation confirmée par Israël, sans précision sur la date de son décès. Elle fait partie des personnes enlevées le 7 octobre 2023 par le mouvement terroriste. Le Liban fait état, lui, de plus de 50 morts dans des raids israéliens aujourd'hui, selon son ministère de la Santé, avec la mort d'au moins 8 personnes, dont 4 enfants, dans une frappe à l'est du pays.
États-Unis. À quelques semaines de l'arrivée de l'équipe de Trump au pouvoir, l'actuel ministre de la Défense plaide toujours pour une solution diplomatique au Liban, permettre déjà aux civils israéliens et libanais de rentrer chez eux en toute sécurité. Réaction de son homologue israélien. Israël continuera d'agir avec détermination contre le mouvement terroriste. Et puis la suite de la 12e journée de Ligue 1 de football avec dès 21h Reims face à Lyon. Avant cela, Marseille a repris des couleurs en battant Lens 3-1 et Saint-Étienne domine toujours Montpellier 1-0. Mais nous sommes toujours en pleine seconde mi-temps. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Les Informés, les correspondants étrangers comme tous les samedis soirs. Ce soir, Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour les journaux espagnols, et Daniele Zappala, Italie, correspondant du quotidien à Venire. Tiens, on ne vous a pas entendu, Daniele Zappala, encore sur ce sujet, ces violences sexuelles et ces manifestations aujourd'hui un peu partout en France, à 2 jours d'une journée internationale sur le sujet. En Italie, l'année a été marquée par le sujet. D'abord, le procès à Venise de l'assassinat de Giulia Cecchettin, une étudiante dont le meurtre l'an dernier avait bouleversé le pays. Il y a eu aussi ce film, il reste encore demain, sorti en France également sur le sujet. Ça a été un peu l'année du MeToo en Italie, quelque part. D'une certaine manière, c'est vrai que ces cyclones, en fait, bienvenue, est arrivé en Italie avec du retard. Et malheureusement, c'est un pays qui est très contradictoire, dans la mesure où, encore aujourd'hui, ça reste les pays, par exemple, des débats juridiques un peu presque surréalistes. On l'a vu l'année dernière avec cette question, qu'est-ce que c'est en fait un attouchement qui est en fait finalement peut être puni. Et dans sa lycée de Rome, une fille de 17 ans, elle a subi un attouchement de la part d'un surveillant, mais finalement, lors du procès, les juges a estimé que cet attouchement, même si la main avait été vraiment mise à l'intérieur, en fait, sous les pantalons, finalement, cela relevait en fait d'une blague et surtout, il avait duré moins de 10 secondes. Donc, comme si effectivement, voilà, la question de l'attouchement était une question de secondes, ce qui finalement a fait réagir surtout des personnalités du monde du spectacle, etc. Mais on a vu en fait le monde politique était un peu en ordre dispersé, car c'est vrai, dans les événements que j'évoquais, ils ont fait bouger les choses politiquement, juridiquement. Malheureusement, on est habitué à ces féminicides comme en France, habitué entre guillemets à chaque fois. Bien évidemment, il s'agit en fait d'un choc, mais on voit que actuellement, sous Giorgia Meloni, la question en fait féministe a été abordée surtout sous un angle de la famille. Donc la question en fait des places en crèche, la question en fait de l'abolition de la GPA. Donc c'est ces grandes questions en fait, mais sur la question effectivement des violences, on a encore énormément de progrès et c'est sûr il y a beaucoup de retards et on les voit voilà lors de ces cas en fait juridiques qui peuvent en fait paraître sortis presque parfois d'un film comique si ce n'était pas dramatique. Avec aussi les propos récents polémiques du ministre de l'Éducation qui mêle, lui, violence sexuelle et immigration illégale, ce qui a fait largement polémique. Vous évoquiez, Adeline Percept, tout à l'heure ce procès des viols dits de Mazan avec Gisèle Pellico. Il faut comme ça, de grandes affaires, il faut, c'est un grand mot, mais ce peut être des déclics finalement pour faire avancer les choses. On évoquait ce qui s'est passé cette année en Italie. Oui, c'est assez malheureux, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Ce qui, pour moi, fait le déclic principal de Mazan, c'est le fait qu'il y ait ces images. Ce qui a été d'ailleurs très dur pour les journalistes et pour tous les gens qui ont dû y aller tous les jours dans ce procès. Elle-même étant restée dans la salle à chaque fois qu'il y a eu la projection de ces vidéos. C'est absolument au-delà de l'imaginable. Et ce qui est au-delà de l'imaginable, c'est la défense de ces pauvres accusés qui sont arrivés, je veux dire, les uns après les autres pour dire « Oh, je me suis pas rendu compte ». Et là, pour moi, il y a une telle situation, forcément. Je veux dire, ça interpelle l'opinion publique. On l'a déjà évoqué aussi dans Les Informés, mais ce qui a marqué les gens, c'est que finalement, il y avait une sorte d'identification, non pas par rapport aux faits, mais par rapport au profil, finalement, de tout un chacun, de se dire, ah bah voilà, c'est un voisin, c'est un père de famille, c'est quelque part quelqu'un que je côtoie tous les jours au travail ou ailleurs. Oui, et puis dans la culture, on voit... Alors, moi, ça m'a fait penser aussi à une chose qui
qu'avaient faites les féministes suédoises lorsque la loi sur le consentement, justement, avait été prise en Suède il y a quelques années. Elles avaient fait une sorte de trailer, de pub avec une belle au bois dormant qui, vous savez, quand elle est embrassée par le prince, évidemment, elle ne donne pas son consentement. Bon, c'était humoristique, c'était un peu provoque, mais ça veut dire aussi que ça interroge vraiment notre culture la plus profonde, c'est-à-dire ça interroge vraiment au plus profond de chacun d'entre nous sur qu'est-ce que c'est que le consentement. Et ça, je pense que Mazan le met en lumière, de voir, excusez-moi, mais ces pauvres types qui n'ont jamais réfléchi même à la question, parce qu'il faut quand même pas avoir réfléchi à la question pour venir à la barre et avoir une telle défense, je veux dire. Donc là, il y a un problème de culture et je pense que Mazan met ça en lumière. En Espagne, Juan José Dorado, justement, vous évoquiez tout à l'heure les années 90. C'est justement un féminicide qui avait été à l'origine de ce déclic, on peut le dire. Tout à fait, c'était fin des années 90. Une femme de presque une soixantaine d'années, mère et grand-mère, a été brûlée vive par son mari. Elle était séparée de son mari, elle a été brûlée vif et elle a été retrouvée en train de brûler devant sa petite fille qui revenait de l'école et l'a trouvée en train de brûler. Et ça a tellement marqué. Ça a été une onde de choc dans le pays. Une onde de choc dans le pays et ça fait réagir les politiques et 3 ans après, parce qu'il faut du temps, le Parlement entier a voté à l'unanimité le premier plan intégral de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça a été le déclic, et donc ça a été ce cas. Il a fallu ces cas pour qu'effectivement l'Espagne se bouge. C'est pour ça qu'on est passé des quelques centaines de millions, quelques milliards les premières années à un plan intégral aujourd'hui qui compte pratiquement 22 milliards sur 3 ans. Donc, mais il a fallu un choc comme ça, un choc malheureux et dramatique. Comment vous expliquez que la France ne débloque pas ces sommes, là, ces 2,6 milliards que réclament les associations? Déjà, il y a des choses qu'il faut se poser. Avant ça, on se posait la question, nous, les journalistes espagnols, pourquoi la France ne comptabilisait pas les féminicides? Parce que ça, c'est assez récent. C'est pas il y a pas 20 ans, hein. C'est très récent que la France comptabilise les féminicides et on se posait la question pourquoi. En Espagne, ça se fait depuis des années. Ça fait depuis des années et encore une fois, en Espagne, quand il y a un féminicide, quand il y a des violences faites aux femmes, ça ouvre les journaux télévisés. C'est dans les premières pages des journaux de la presse écrite. Donc, il y a une médiatisation énorme de ces faits-là qui éduque aussi la société sur la réalité de la violence. Alors, on ne comprend pas pourquoi la France a pris ce retard. Cela dit, il faut aussi reconnaître que la société se bouge beaucoup plus vite que ne le fait la classe politique, mais on sait toujours que c'est quand la société bouge que les choses peuvent changer. Juan José Dorado, Daniel Zapala, Adeline Percet, vous restez avec nous, bien sûr, les informés se poursuivent, le temps de dérouler le fil info, 20h40, Stéphane Milhomme. Le temps n'est toujours pas à l'accalmie à la COP29 de Bakou. Les représentants des petits États insulaires et des pays les moins développés protestent contre un projet d'accord financier bien en dessous de leurs attentes pour pouvoir poursuivre une meilleure défense du climat. Le président de la COP29 invite les pays à surmonter leurs divisions. À Paris, Marseille, comme à Amiens ou encore Bordeaux, des milliers de personnes manifestaient aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. 100 000 participants dans toute la France, selon la CGT, qui en compte 80 000 à Paris. Le numéro d'appel d'urgence pour les femmes victimes de violences et leurs proches, c'est toujours le 3919. En Haute-Savoie, un hommage public cet après-midi à 2 des 3 enfants victimes de l'infanticide de Taninges le 12 novembre dernier. C'est la famille des 2 victimes de 11 et 13 ans qui a organisé. Le corps de leur mère, suspecté de les avoir tués, avait été découvert en Suisse le lendemain. L'enfant de 2 ans était né d'une autre union. Bordeaux-Bègles en déplacement à Vannes. C'est à 21h05 le match de top 14, la suite de la 10e journée. Avant cela, Toulouse, le leader, conforte sa place en battant Perpignan 41-9. Et puis Dominique Mérieux est élue présidente de la Fédération française de gymnastique. Elle en était jusqu'à présent secrétaire générale. C'est la première fois qu'une femme va présider cette fédération depuis sa création. C'était en 1873. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Quand l'histoire et le présent se mêlent, les 80 ans aujourd'hui de la libération de la ville de Strasbourg en 1944, moment qu'a choisi Emmanuel Macron dans la capitale alsacienne pour faire une annonce. En cette université et en ce jour, pour son œuvre
son enseignement et son courage, nous décidons que Marc Bloch entrera au Panthéon. Voilà le ton très solennel du président de la République, Marc Bloch, historien résistant fusillé par les nazis. Son œuvre la plus connue en 1940, L'étrange défaite, un homme qui aura servi la France pendant les 2 guerres mondiales, souligne Johan Chapoutot, professeur d'histoire à la Sorbonne. Marc Bloch, c'est un soldat des 2 guerres. Encore une fois, il est réengagé volontaire, alors qu'il avait dépassé la limite d'âge en 1939-1940. Il se porte volontaire pour être officier d'état-major, alors qu'il est un quinquagénaire déjà bien assis. Il s'investit concrètement, activement dans la résistance, et il paye cet engagement de sa vie, puisqu'il est arrêté et assassiné par les Allemands. Si le Panthéon distingue les grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante, selon l'inscription du fronton, je vois mal quelle plus belle figure on peut honorer que quelqu'un comme Marc Bloch, qui a toutes les qualités à la fois intellectuelles, morales, politiques, scientifiques, pour illustrer ce que ce pays, la France, peut faire de mieux. L'historien Johan Chapoutot, professeur d'histoire à la Sorbonne. Cette figure de Marc Bloch, pas forcément bien connue du grand public en France, est-ce qu'elle évoque quelque chose pour vous à l'étranger? Tiens, commençons avec vous, Daniele Zappala, ou est-ce qu'elle se rapproche aussi peut-être de personnalités qui ont pu s'illustrer dans cette première moitié du XXe siècle, marquée par les guerres, les conflits et la résistance aussi? Il s'agit en fait d'un historien qui est cité dans les milieux académiques. Les Italiens, c'est sûr, ne les connaissent pas, et encore moins, effectivement, ses rôles dans la résistance. Et pourtant, il s'agit effectivement de ces figures qui ont marqué effectivement une époque, car même d'un point de vue académique, et il a été un grand en fait novateur, et donc quand en fait on peut unir la réflexion avec effectivement un rôle si important historique, d'autant plus en fait dans une terre comme voilà l'est de la France tellement en fait tourmentée. Bon, il s'agit certainement d'une figure voilà qui mériterait d'être peut-être panthéonisée entre guillemets même au niveau européen. Est-ce qu'il y a des parallèles que l'on peut faire avec des figures italiennes? Il y a eu en fait, oui, des intellectuels effectivement qui ont marqué la résistance en Italie, et qui a été en fait sur une période longue entre 43 en fait et 45, et il y avait en fait voilà, c'est sûr beaucoup d'intellectuels qui ont laissé voilà une trace dans les livres d'histoire, mais qui sont là encore même par les Italiens très mal connus, car effectivement on s'arrête sur des figures comme Pertini par exemple, qui ensuite est devenu président de la République. Mais en Italie, il y a véritablement un problème d'enseignement de l'histoire contemporaine, et donc il faudrait peut-être panthéoniser des figures en fait effectivement comme les grands résistants italiens, pour peut-être voilà donner un petit coup d'éperon aussi aux enseignants, car malheureusement l'histoire contemporaine est trop mal enseignée en Italie. Pour quelle raison? Parce qu'en fait on a une gestion des programmes des années scolaires qui demeure quand même encore aujourd'hui parfois archaïque, et sans doute, il faut le dire, sur la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas véritablement en fait allé au bout d'un débat de vérité. Il y a des périodes comme par exemple les fascismes notamment, qui sont encore aujourd'hui au centre en fait d'une controverse, et on voit bien qu'il y a des personnalités politiques de premier plan qui peuvent se permettre par exemple de montrer leur collection d'objets mussoliniens, etc. Voilà, c'est un peu les résultats effectivement de cette opacité, ces brouillards effectivement que on n'a pas véritablement encore pu résoudre. Adeline Percept en Belgique sur la figure de Marc Bloch ou des figures qui s'y rapprocheraient. Eh bien, j'ai vérifié juste avant l'émission et en fait les médias belges ont tous relayé là sur leur site internet cette panthéonisation de Marc Bloch, et très franchement ça ne m'étonne pas pour 2 raisons. Parce que la première, comme vous l'avez évoqué, Marc Bloch a été un historien qui a marqué son temps en faisant sortir l'histoire de son carcan, si je puis dire, et en amenant l'histoire sur des terrains ethno et plus tard sociologiques, où voilà, on peut le dire comme ça. Et la deuxième chose, c'est que la Belgique est un pays qui en soi est un compromis européen au fond. Et je me suis aperçue il y a pas très très longtemps, je suis allée faire un tournage sur une plage du débarquement un petit peu après les commémorations, et j'ai rencontré une famille avec des enfants wallons qui avaient 8-9 ans et qui savaient
très bien décrire ce qu'était le mur de l'Atlantique, qui savaient parfaitement où ils étaient, etc. Et apparemment, c'est très bien enseigné dans les écoles belges. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une transmission qui peut-être était un peu plus élevée que lorsque j'ai des contacts avec des enfants du même âge ici en France. Et peut-être plus qu'en Italie, comme nous disait Daniele Zappala. On finit ce tour de table avec vous, Juan José Dorado, sur ce personnage qui est Marc Bloch, je le disais, mal connu en France et sans doute inconnu en Espagne, voilà, mais est-ce que des personnalités pourraient s'en approcher? Très mal connu en Espagne. J'ai cherché aussi, est-ce qu'on aurait un personnage en Espagne qui pourrait répondre aux mêmes caractéristiques? J'ai trouvé bien sûr Federico García Lorca, qui était un poète, un homme de culture et qui a été assassiné par les troupes nationales des Franco au tout début de la guerre parce qu'il était homosexuel et de gauche, et donc et qui est devenu une ligne de figure effectivement et qui pourrait être panthéonisé, sauf que l'Espagne n'a pas de panthéon et il y a que les rois qui sont enterrés du côté de Madrid, mais de l'Escorial, mais pas des panthéons. Mais c'est vrai que c'est la figure équivalente en quelque sorte pourrait être Lorca. C'est intéressant ce que vous disiez, pas de panthéon. Comment on honore dans vos différents pays justement ces grandes figures? On sait qu'il y a un panthéon à Rome, mais qu'il n'a pas la même fonction. Juan José Dorado en Espagne justement. Est-ce qu'il existe des choses et des monuments Le seul monument où il y avait intérêt à un grand personnage, c'était Franco, la vallée j'ai dit grand personnage entre guillemets, bien sûr, le Valle de los Caídos. Et il avait fait lui-même ce qu'il avait fait lui-même. Comme ça, c'était plus pratique. Et, il a été sorti par le gouvernement parce qu'effectivement, il avait été construit avec des prisonniers républicains qui étaient dans les prisons espagnoles. Donc il n'y a pas des panthéons, il y a juste à l'Escorial où sont enterrés, la crypte où sont enterrés les rois, comme à Saint-Denis en France, mais il y a des hommages qui lui sont rendus, mais vous ne les retrouvez pas dans un endroit. Et justement, quand il y a ces panthéonisations en France, on trouve ça comment, on regarde ça comment en Espagne? Écoutez, la dernière a été très intéressante pour l'Espagne puisque l'un des maquisards ou des résistants dans le groupe de Missak Manouchian. Voilà, des Manouchian était espagnol, il a été fusillé au Mont-Sainte-Geneviève et donc l'Espagne a envoyé l'un de ses ministres pour assister à cette panthéonisation. Donc on voit avec envie ce qui s'est fait en France parce que la France sait rendre hommage à ses héros, chose que les Espagnols n'ont pas su faire, peut-être parce qu'on a vécu 40 ans de dictature et donc les héros auxquels on rendait hommage, c'était essentiellement des hommes du régime. En Belgique, Adeline Perseb? Il me semble qu'il y a moins de commémorationites qu'en France, mais je peux me tromper, enfin voilà. Je suis... En Italie, on évoquait ce panthéon, ce panthéon qui héberge surtout des grandes figures vraiment historiques et plutôt religieuses, et même de la littérature. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce rôle en fait politique et notamment avec les personnalités effectivement du XXe siècle. Sans doute effectivement encore une fois parce que ces débats, cette mise au clair n'a pas été faite. Mais ce qui est frappant en fait en France, c'est vraiment l'usage politique justement. Qui permet, et par des personnalités du passé, de lancer quand même des messages bien, en fait, d'actualité. Et on l'a vu effectivement avec cette salve, cette série impressionnante, des panthéonisations. On aura aussi Badinter, qui effectivement des personnalités qui incarnent une certaine idée de la France, un certain universalisme. Et là, bien évidemment, on voit bien les messages politiques, parfois d'ailleurs d'une manière très très ciblée, dans les cas notamment des Manouchian, quand on parlait en fait des Français, des préférences. Là, on voyait bien effectivement dans un débat national sur la préférence en fait nationale, on voyait bien en fait les messages qui étaient envoyés. Transition toute trouvée, on parlera dans la dernière partie des informés justement de cet aspect politique des panthéonisations. Ce sera après le fil info 20h50. Stéphane Milhomme. Les techniciens d'Enedis, toujours à pied d'œuvre en Normandie, comme dans les pays de la Loire, les suites de la tempête Caetano. Il leur reste 18 000 foyers à réalimenter en électricité. Demain, dès 6h, les Pyrénées-Atlantiques passeront en vigilance orange. Météo France met en garde contre le vent. Devant l'arrivée, cette fois, de la dépression Berthe. Elle a déjà causé de grosses perturbations au Royaume-Uni, dont l'Irlande également.
Dès ce soir, la SNCF redoute des rafales de vent à 100 km/h et dès ce soir sur la Normandie, elle suspend la circulation de certains trains régionaux par précaution dès 21h et jusqu'à demain 17h. Le Liban fait état de plus de 50 morts dans des raids israéliens à Beyrouth. Une attaque a notamment visé une mère et ses enfants. Le ministère libanais de la Santé annonce à travers cette attaque la mort de 8 personnes, dont 4 enfants. La frappe israélienne s'est déroulée dans l'est du pays. Les États-Unis plaident toujours pour une solution diplomatique au Liban, avec l'engagement des Américains, selon leur ministre de la Défense, alors que de nombreux habitants restent en souffrance après les graves inondations des derniers jours. Reims reçoit l'Olympique lyonnais. C'est à 21h le coup d'envoi du 3e match de ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Marseille a battu Lens 3-1. Et puis le Vendée Globe et le navigateur Charlie Dalin, toujours premier d'un groupe de 10 échappés. Charlie Dalin, deuxième de la précédente édition de la course autour du monde, a creusé l'écart au cours de la journée sur Thomas Ruyant. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. L'annonce par Emmanuel Macron aujourd'hui de la future entrée au Panthéon de Marc Bloch, historien et résistant fusillé par les nazis en 1944. Ce choix de la panthéonisation, de manière générale, dit forcément quelque chose de notre époque. Quand on regarde les dernières entrées au Panthéon, ces 10 dernières années, le plus récent, on l'évoquait, Missak Manouchian, mais aussi Simone Veil, Jean Zay, Germaine Tillon, Joséphine Baker, pour n'en citer que quelques-uns, des figures de la Seconde Guerre mondiale, cette période qui voit Juan José Dorado, ces derniers témoins s'en aller, la grande résistance Madeleine Riffaut encore dernièrement. Il faut à tout prix mettre cette période-là en avant aujourd'hui. Il faut la mettre en avant. La France le fait, l'Espagne beaucoup moins puisqu'elle n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale. Cela dit, l'Espagne s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Pourquoi ? Tout simplement, qui sait en France que les premiers soldats qui sont rentrés sur Paris, c'était des républicains espagnols de la deuxième division du général Leclerc de la Nueve. Qui sait que des groupes des maquisards en Haute-Savoie étaient dirigés par un Espagnol? Qui sait que les résistants du côté des Toulouse, des Dordogne, des Bretagnes étaient des groupes dirigés par des Espagnols? Qui sait que lors de la descente des Champs-Élysées du général de Gaulle, les soldats, sa garde rapprochée, étaient les républicains espagnols. Les voitures, les véhicules que vous voyez, ce sont les véhicules de la deuxième division dirigés par des Espagnols. Et donc on s'intéresse beaucoup et on récupère cette mémoire qui est la vôtre, mais qui est aussi celle des Espagnols. Et d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, Anne Hidalgo, il faut lui rendre hommage, il a beaucoup fait pour que le rôle des Espagnols lors de la libération de la France soit connu. Et dans quelques semaines, il y aura une grande exposition du côté de Madrid, justement pour se rappeler ce rôle des Espagnols lors de la libération de la France. Et le sujet, on en parle de plus en plus en Espagne ces dernières années. Tiens, on parlait du rôle politique de ces panthéonisations, en tout cas de leur aspect. On se souvient, Adeline Percept, de la présence de Marine Le Pen à la panthéonisation de Missak Manouchian en février dernier. Cette fois, les héritiers de Marc Bloch ont fait savoir, dès l'annonce d'Emmanuel Macron, qu'ils s'opposaient à toute participation, quelle qu'elle soit, de l'extrême droite. Cela montre à nouveau ce côté aussi très, très politique et très actuel de ces panthéonisations. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il y a aussi du côté des présidents français cette tradition de dire on va rester. Alors, il faut rester soi-même comme président dans l'histoire. Ça, c'est un peu une obsession du président français. Et je relis ça. Déjà, François Hollande était quand même beaucoup sur la commémoration. Il faut donc non seulement rester dans l'histoire, mais il faut aussi écrire l'histoire. Disons surligner l'histoire qu'on a envie de surligner. Voilà. Mais pour raconter le présent aussi. Pour raconter le présent. Et j'ai trouvé, quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler de Marc Bloch tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il y avait des messages politiques pas du tout subliminaux. La France unie, la France résiliente, le peuple français qui sait où il va, etc. Donc ça aussi, ça me paraît très français. Maintenant, je vais pas non plus exacerber la critique. Je pense que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est fondamentale pour toute l'Europe, et c'est une affaire européenne. Les Belges en ont complètement conscience. La mémoire de la seconde, mais j'allais dire la mémoire de la première, même si les gens sont morts, il faut la garder, et celle de 1870 aussi, parce qu'elles sont toutes les trois quand même assez liées, à mon avis. Voilà.
Daniele Zappala, on évoquait Emmanuel Macron aussi dans cette configuration politique extrêmement particulière que l'on vit en France en ce moment, avec Michel Barnier, chef du gouvernement, qui n'est pas exactement du même bord qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Ce sont des moments importants aussi finalement aujourd'hui pour lui qui n'est plus directement aux affaires. Oui, certainement en fait des moments importants. Bien sûr, ces panthéonisations, cet usage de la mémoire, c'est aussi une fenêtre pour lancer des messages politiques, a fortiori effectivement à un moment de crise politique en fait profonde, avec en fait un président qui cherche vraiment de l'oxygène médiatique. Mais c'est vrai que derrière en fait cette pratique, on peut quand même voir un côté gênant à propos justement de cette verticalité, car quand même les victimes de ces guerres, ce sont finalement les soldats. Et moi personnellement, lors de cette année des commémorations, il faut se souvenir aussi de celles au mois de juin, magnifique pour les 80 ans du débarquement. Justement, ce qui m'a vraiment les plus touchés, ce n'est pas ce qui était en fait officiel, mais plutôt les initiatives parfois créatives. Et je voudrais en citer une, l'université de Caen, qui a utilisé les 80 ans du débarquement pour en fait organiser un énorme colloque mondial sur les troubles de stress en fait post-traumatique, et donc pour mettre un coup de projecteur sur les effets de la guerre bien des années et des décennies en fait bien directement après sur les soldats. Et c'est un événement en fait qui était très original, et c'était aussi un peu une réponse de la société civile. Il faut qu'il y ait quand même au niveau de ces commémorations, de cet usage de l'histoire, un équilibre entre effectivement les côtés verticaux, les pouvoirs qui s'emparent de cette mémoire, mais aussi la société civile. Et on les voit en fait encore en fait trop peu, et cet exemple me paraissait vraiment magnifique, car c'est un événement qui a amené sur les plages du débarquement des psychiatres, des experts du monde entier qui ont pu parler avec les journalistes, qui ont pu dire les guerres, c'est vraiment aussi des conséquences même pour les enfants des soldats. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui souffrent des conséquences en fait psychologiques des traumatismes vécus par leurs parents, voire leurs grands-parents. Ce qui mériterait un nouveau débat. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Les Informés. Adeline Percept de la RTBF, correspondante à Paris, Juan José Dorado pour les médias espagnols, et Daniele Zappala du quotidien italien Avvenire. Merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé ces Informés, les Informés qui reviennent demain matin. Très bonne soirée.